Alors, le projet DigiSafe Boosting Digital Safe Spaces and Resilience vise à donner aux jeunes les moyens de devenir des citoyens numériques capables de résilience et de prudence dans le but de relever certains défis et de lutter contre les effets négatifs de l'ère numérique. Ce projet, il s'inscrit dans l'objectif numéro 4, information et dialogue constructif de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la jeunesse. Alors, le but du projet DigiSafe, c'est de promouvoir une compréhension plus approfondie parmi les jeunes, en particulier parmi les groupes de jeunes les plus vulnérables, concernant deux thèmes clés que sont d'une part la cybersécurité et le discours de haine, et d'une autre la sécurité et la vie privée. Aujourd'hui, dans ce deuxième chapitre, nous accueillons Margot Deré. Vous êtes députée écolo au Parlement bruxellois et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, active sur les matières économie, emploi et numérique, égalité hommes-femmes, culture et médias. Bonjour madame, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, avant d'aborder la problématique dans sa globalité, rappelons que vous avez malheureusement été au plus proche de cette problématique. En effet, votre élection au Parlement en septembre 2019 vous propulse sur le devant de la scène médiatique. Et alors, les critiques ne se font pas attendre. Rapidement, les réseaux sociaux deviennent un terrain de violence à votre rencontre. Et vous décidez en 2020 de quitter Twitter avant de regagner la plateforme en 2022. Alors, vous qui êtes expert dans la communication digitale, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce que vous expliquez un degré de violence pareil ? Je crois qu'en fait, les réseaux sociaux, depuis leur avènement, ont toujours été un peu à double tranchant comme ça. C'est-à-dire que vous avez de chouettes choses qui s'y passent. Je pense par exemple à toutes les mobilisations solidaires qu'il y a eu, par exemple, pendant la crise du Covid. Donc ça, c'est un des exemples positifs. Aussi, toute la libération de la parole qu'il y a eu autour de MeToo, qui a quand même été permise justement grâce aux plateformes. Et puis, vous avez l'autre côté de la médaille, comme souvent. Rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est un peu nuancé. Où là, vous allez voir, en effet, que les personnalités publiques, alors ça englobe les politiques, les journalistes, aussi certaines stars, etc., peuvent être exposés aux cyberviolences et des mécanismes de haine en ligne dont vous avez parlé dans votre intro, qui vont comme ça voir augmenter, par exemple, de manière assez flagrante, allez, pour donner un exemple concret, mais les contenus haineux sur Twitter, par exemple, ces dernières années ont vraiment augmenté de manière assez impressionnante, et surtout les contenus racistes et homophobes. Et donc ça, c'est vraiment les deux versants d'une même pièce. Mais vous avez une explication à cette augmentation Est-ce que le Covid y a joué pour quelque chose, le fait que les gens soient plutôt restés chez eux Vous avez des éléments de réponse ? Ouais, moi je pense que c'est multifacteur. Alors je citerai d'abord le fait que depuis l'avènement des réseaux sociaux, les gens ont commencé à les utiliser. Et comme toujours, quand on essaye d'utiliser des nouvelles choses dans la vie, pas seulement dans la technologie, on teste un peu les limites. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux ? C'est que tout le monde a un peu testé les limites dans son coin et tout le monde s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de conséquences quand on ne respectait pas les règles. C'est-à-dire que si une fois vous avez mis un commentaire qui frôlait le racisme sur une plateforme et que vous n'avez pas eu de conséquences, sans doute que la fois d'après, vous n'allez pas vous retenir en fait. Et donc je crois qu'il y a eu, à cause de l'impunité, un phénomène de laisser aller de plus en plus fort et alors de limites qui sont de plus en plus transgressées. Là où, par exemple, je vais prendre l'exemple du code de la route, mais si vous faites 2 fois sur l'autoroute à 160 et vous faites flasher, en fait, vous allez arrêter de le faire, a priori. Et donc ici, on est vraiment dans un espace où il n'y a pas de code de la route, justement, et pas de contrôle. Ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une augmentation de l'utilisation. Et ça, on le voit. Les gens ont tendance à utiliser de plus en plus les réseaux sociaux, de plus en plus des plateformes différentes. Je pense que le nombre moyen de plateformes utilisées par une personne en Belgique, c'est 7 plateformes différentes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est actif partout, mais c'est quand même beaucoup. Et donc, tout ça va évidemment faire que on va passer beaucoup de temps en ligne, finalement, même dans nos hobbies, dans la gestion de notre vie privée, dans le professionnel aussi, avec les collègues, etc. Je voudrais juste revenir un petit peu sur votre expérience personnelle. C'est votre statut de femme qui a exacerbé un peu ces discours haineux. On a tendance à croire que, par exemple, le sexisme et le machisme, ils ont un peu perdu en force au cours des dernières années, mais est-ce que ce ne serait pas simplement qu'ils aient trouvé dans les réseaux sociaux un espace libre de toute impunité et qui a juste déplacé un petit peu cette problématique Oui, je trouve que votre analyse est vraiment intéressante parce que c'est vrai que, par exemple, si je prends le harcèlement de rue, alors je ne dirais jamais qu'il n'y en a plus aujourd'hui, c'est pas du tout ma vision, mais par contre, c'est vrai qu'on a tendance à, en tout cas, être plus vigilant et vigilante. On voit des campagnes de sensibilisation en rue, on voit des mouvements comme Touche pas à ma pote qui visent justement à sensibiliser là-dessus. On voit aussi de plus en plus d'actions qui visent à dissuader
avec la police, par exemple, le harcèlement de rue et à verbaliser vraiment des personnes qui commettent cette infraction-là, avec des nouvelles lois, la loi contre le sexisme dans l'espace public et ce genre de choses. Mais sur les réseaux sociaux, comme il y a cette impunité, j'ai l'impression qu'on a en effet, de la part des personnes qui ont tendance à avoir des comportements et des propos sexistes, un peu ce truc de se dire dans la rue ça marche plus trop bien, et sur les réseaux sociaux en fait ça a l'air d'être encore toléré, donc je me le permets. Et donc moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui s'est joué. Il est où réellement le problème, Margot Doré? Est-ce qu'il s'agit uniquement d'un manque de sensibilisation, d'un gros souci d'éducation des médias auprès notamment de la jeune génération? Ou c'est plus profond que ça? Alors, je pense qu'il y a, sur les questions technologiques en général, de grosses lacunes de compréhension. Ouais. Il suffit de voir, et je pense qu'on en parlera, mais à quel point on est parfois en retard dans les parlements pour traiter ces questions-là. Et donc, il y a une méconnaissance générale. Je me souviens, moi, de beaucoup de profs qui étaient venus me trouver à l'époque en me disant « Waouh, en fait, moi, j'ai 45 ans et c'est compliqué pour moi de répondre aux questions des étudiants et des étudiantes sur cette question de certaines plateformes, etc. » Et donc ça, je pense que c'est une chose. Et puis, il y a une deuxième chose qui est plutôt politique, et je crois qu'il faut jamais dépolitiser la question des cyberviolences en général. C'est en fait un espace de parole. Ouais. Un espace de parole qui a tendance, comme beaucoup d'espaces, à être régi par des personnes qui sont plutôt dominantes dans la société, et qu'une fois qu'on voit des personnes qui ne correspondent pas à ces codes dominants prendre leur place, revendiquer les valeurs qu'ils ou elles défendent, etc., et là, ça va engendrer de la violence. Et moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi de préoccupant quand on voit que ce sont un peu des paroles, par exemple, de militantes qui sont souvent visées, de personnalités politiques qui, peut-être comme moi, mais correspondent pas exactement aux stéréotypes qu'on a sur la politique. Qui cherchent à faire changer les choses, à faire basculer un petit peu. Exactement. Et donc, je pense que ça, c'est des facteurs qui ont tendance à être aggravants, en fait. Ouais. Alors, malgré le fait que, là, on le voit, il s'agit d'une problématique globale, j'aimerais juste attirer votre attention sur ces nouvelles générations qui baignent dès le plus jeune âge dans un environnement digital. Et là, on arrive dans le vif du sujet du cyberharcèlement. C'est une problématique qui est plus élevée et qui mène de plus en plus fréquemment à des conséquences dramatiques. C'est un sujet sur lequel vous vous penchez régulièrement avec vos collègues. C'est quoi la place que prend cette problématique du cyberharcèlement au niveau politique, vous, dans votre quotidien? Alors, pour être tout à fait franche, mais au départ, c'était quasiment inexistant. Ouais. Vraiment parler de ça au Parlement avec aussi les bons termes et pas, par exemple, en stigmatisant les jeunes ou en donnant un peu l'impression que c'est jamais que des gens qui comprennent pas très bien ce qu'ils font, etc. Je pense que ça a pris beaucoup de temps avant, en fait, de se rendre compte que déjà qu'il y avait un problème, de sécurité d'une partie de la jeunesse, qu'il y avait aussi un problème d'apprentissage de certains codes, comme vous le dites. Ouais. Et donc, c'est seulement maintenant, j'ai l'impression qu'on commence vraiment à avoir une bonne compréhension de cet enjeu-là. Alors, je pourrais aussi citer un exemple qui montre qu'il y a comme une dynamique qui n'est pas juste locale, mais qui est internationale. Il y a la grande conférence ONU pour les droits des femmes qui se tient actuellement à New York. Et par exemple, c'est le sujet qu'ont choisi tous les partenaires internationaux comme priorité pour ces discussions-là. Et donc, ça veut dire que du Niger au Canada, en passant par la France, en fait, c'est un sujet qui préoccupe, quoi. Mmh. Et vous, dans votre quotidien, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, au Parlement, est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises récemment auxquelles vous avez pu assister par rapport à cette problématique du cyberharcèlement? Alors nous, on travaille beaucoup, surtout à la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur tout ce qui est sensibilisation. Et donc c'est vraiment soutenir des associations, des acteurs et actrices de terrain pour pouvoir parler de ça dans les écoles, pour pouvoir organiser parfois des événements sur le sujet, etc. Tout ce qui est plus de l'ordre légal, c'est plutôt au niveau du Parlement fédéral que ça se joue. Et alors je pourrais citer peut-être une initiative que je trouve intéressante, c'est la réforme du code pénal. Donc le code pénal, c'est vraiment le code de la route de la vie, quelque part. Et là-dedans, dans ce code pénal, il va y avoir on espère en tout cas, une pénalisation de ce qu'on appelle l'envoi d'images à caractère sexuel non sollicitées. Et alors, on va introduire toute une notion du consentement sur aussi ces échanges qui peuvent exister entre des jeunes d'images personnelles et à caractère sexuel, pour que justement, quand on commence à recevoir des images non sollicitées, on puisse aller à la police et dire, en fait, moi, je ne veux pas recevoir ça, je voudrais porter plainte. Alors là, vous évoquez les images à caractère sexuel. Comment est-ce qu'on identifie, parce que c'est compliqué cette question du cyberharcèlement, il y a des interprétations qui sont variables, certains vont préconiser l'humour, d'autres la liberté d'expression, alors qu'on est clairement dans un rapport de domination violent. C'est quoi, selon vous, la définition du cyberharcèlement? Alors ça m'a souvent occupée en fait de me questionner là-dessus, parce que je pense que les mots ont beaucoup de sens. Moi, j'ai tendance à utiliser souvent le terme cyberviolence pour essayer de
plus général, parce que le problème qu'on avait avec le terme harcèlement, c'est qu'en général, il faut une répétition. Et donc, par exemple, si vous faites harceler par 10 personnes de votre classe une fois, parce qu'elles se sont passé le mot et qu'elles se sont coordonnées pour le faire, eh ben, en fait, c'est pas exactement une forme de harcèlement, puisque chaque personne n'a agi en fait qu'une seule fois. Et donc ça, d'un point de vue légal, c'était un peu compliqué. Donc c'est pour ça que moi, j'essaie d'utiliser le terme cyberviolence. Je crois que la ligne rouge, en fait, c'est le fait que c'est bien une forme de violence. Et donc de pouvoir attester de cela. Et une violence, elle a une conséquence aussi sur une victime. Et donc je crois qu'il faut aussi habiliter et donner des espaces pour l'expression, en fait, de ces ressentis par rapport à cela. Et je crois que le fait de pouvoir mieux suivre, notamment du côté de la justice, des cas de cyberviolence qu'on peut observer dans la société, c'est aussi pouvoir écouter les victimes, comprendre qu'elles sont affectées par ce qu'elles vivent et alors sanctionner les auteurs si ça se justifie par rapport à la loi. Parce que pour le moment, je ne sais pas si vous avez des chiffres, mais on en est où est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont déposées pour ce genre de situation, ou alors c'est quelque chose encore qui est très timide? C'est encore très frais en fait. Et alors par exemple, un des gros acquis actuels en matière de cyberviolence, c'est d'avoir une étude en fait qui qualifie justement le phénomène au niveau fédéral, et une étude qui vient d'être lancée et qui voit à quel point c'est prévalent en fait chez les 18-25 ans. Mais donc ça veut dire que déjà on est à peine en train de pouvoir cerner le phénomène, ce qui amène en fait à énormément de difficultés aussi pour pouvoir le traiter. Et donc je pense qu'en effet du côté de la justice il y a beaucoup de choses à changer. Moi je suis déjà allée dans un commissariat pour cyberviolence et j'ai eu la chance d'être bien accueillie avec des personnes qui comprenaient. Mais par exemple j'avais suivi le cas d'une twitcheuse qui s'appelle Manonolita, qui avait été justement dans son commissariat parce qu'elle se faisait menacer sur sa chaîne Twitch, et elle n'avait pas du tout eu des personnes qui comprenaient, et des personnes qui lui disaient mais arrêtez de faire ça, et elle disait oui mais c'est mon métier, je suis twitcheuse en fait, moi c'est ma vie, c'est comme ça. Et donc on voit qu'il y a un besoin de formation qui est vachement grand du côté de la police mais aussi du côté de la justice, parce que quand on va en justice c'est pas non plus évident. Alors la prudence et la résilience sont deux mots qui sont fondamentaux dans le projet DigitSafe. Ça signifie quoi être résilient dans le monde numérique de nos jours? Est-ce que la violence elle est inévitable? Est-ce qu'on peut y échapper? J'ai toujours un peu de mal à me dire que la violence devient une forme de norme. Ça m'attriste en fait assez fort. Je crois que, en effet, on n'a pas le choix en fait d'intégrer cette donnée-là quand on se lance sur les plateformes. Malheureusement, et dans un monde idéal, ce serait sûrement très différent. Mais par contre, moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est si ça mène à une forme d'autocensure en fait, parce qu'alors là, ça devient problématique. S'il y a des personnes qui s'empêchent d'exercer leur liberté d'expression parce que justement elles se sentent en danger, alors là, pour moi, ce n'est plus de la résilience, c'est vraiment une mise en danger quasiment démocratique, en fait, parce que ça veut dire que toutes les voix n'ont pas droit à la même place dans l'espace public numérique. Et ça, c'est assez préoccupant. À titre personnel, en tant qu'actrice politique, c'est quoi vos objectifs? C'est quoi les ambitions que vous avez pour faire évoluer les choses sur ce plan-là? Moi, je crois qu'un enjeu qui serait déjà intéressant, ce serait d'étendre les cadres légaux qui s'appliquent à l'espace public en général, pour les appliquer aussi sur les plateformes. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, cette loi contre le sexisme qui empêche un homme de siffler une femme dans la rue, elle n'existe pas sur Internet. Or, il y a des équivalents qu'on peut quand même trouver sur les réseaux sociaux. Et donc, essayer de, en fait, moderniser quelque part nos cadres légaux pour faire en sorte que les règles qui prévalent à l'école, dans le monde de l'emploi, dans la rue, prévalent aussi sur Internet, c'est important. La deuxième chose qui, pour moi, est cruciale, c'est la question des plateformes et de leur responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, la première chose qu'on fait quand on s'inscrit sur une plateforme, c'est qu'on coche une petite case qui dit quoi? La plateforme n'est pas responsable des contenus qui s'y trouvent. Or, c'est horrible, quoi. C'est comme si à chaque fois que vous rentrez en boîte de nuit, en fait, il était écrit « Ah bah oui, vous pouvez vous faire violer, on s'en fiche ». C'est pas OK, en fait. Mais alors, c'est très compliqué, évidemment, comme matière, parce que ça dépasse le niveau... C'était la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'un dialogue est possible avec ces grandes plateformes qui sont des multinationales? Est-ce qu'il y a un dialogue qui est possible à un point de vue politique? C'est très compliqué, parce qu'en fait, ce sont des entreprises qui sont commerciales, et donc forcément, leur objectif, c'est pas que tout le monde se sente bien et heureux. Et enfin, voilà, je veux dire, il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Et c'est pour ça que je crois que les discussions, c'est sans doute utile pour bien faire les choses, mais qu'on doit surtout contraindre, finalement, et qu'à partir du moment où ces objectifs de sécurité des utilisateurs et utilisatrices ne seront pas des obligations pour les plateformes, elles n'ont aucune raison d'améliorer les algorithmes, par exemple, pour invisibiliser les contenus haineux. Elles n'ont aucune raison d'améliorer les signalements et le traitement de ceux-ci. Et donc, en fait, il faut vraiment en faire le cœur des politiques liées aux réseaux sociaux et au numérique en général. Et parce qu'en plus, le paradoxe, c'est que, a priori, des contenus haineux auraient tendance à générer donc, plus
de visibilité et donc faire grandir en fait ces plateformes. Oui, pendant la campagne, moi j'avais observé les contenus des partis politiques, donc sans donner vraiment d'exemple, etc. Je veux juste vous dire que ceux qui avaient vraiment récolté le plus de scores sur les réseaux sociaux, c'était les Crime Watch, donc les vidéos de crimes en live par des vidéos de surveillance que diffusait un parti d'extrême droite flamande. Et c'était vraiment défier toute concurrence, c'était les plus gros scores avec des millions de vues, etc. Et c'était favorisé par les algos. Et de manière générale, on en est où au niveau de la prise de conscience de la population, en tout cas des gens avec qui vous travaillez? Est-ce que vous observez une amélioration des connaissances de la matière? Oui, moi en tout cas, j'ai vu clairement qu'on abandonnait certains mots, certaines façons d'exprimer et d'expliquer les cyberviolences. Par exemple, on a arrêté de dire des violences virtuelles parce qu'en fait, quand vous faites cyberharceler, je peux vous dire que c'est hyper concret dans votre vie, que vous avez du stress, que vous avez parfois même des stigmates physiques de cela. On le voit, il y a même des jeunes qui sont poussés à commettre des suicides, etc. Donc, le cyberharcèlement ne vous lâche jamais, contrairement à un harcèlement qu'on pourrait vivre dans une cour d'école, par exemple. C'est ça, exactement. Ça continue chez soi, ça continue quand on est dans son lit, parce qu'évidemment, les jeunes, ils consultent leur smartphone régulièrement. Et donc là, je vois qu'il y a vraiment un changement de mentalité. Et la deuxième chose, c'est aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont en fait grandi avec les réseaux sociaux et qui donc sont sensibles à ces questions-là, qui commencent à bosser dans des associations, qui commencent à faire des interviews radio, qui deviennent aussi ambassadeurs et ambassadrices de ces questions. Et donc, je pense que c'est aussi une évolution de société. Par exemple, ma maman est travailleuse sociale, ce serait très compliqué pour elle de parler des cyberviolences. Maintenant, elle a des collègues plus jeunes qui lui expliquent et donc maintenant, ça a intégré dans son travail. Mais il y a aussi un changement en fait d'époque et de modernisation un peu de toutes les personnes qui travaillent un peu partout. Alors, je vous propose de conclure en vous adressant directement aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, plutôt jeunes, a priori. Si vous aviez un conseil maintenant dans la situation actuelle, quelle serait la première chose à faire pour éviter de se confronter à ce genre de violence? Je dirais... Protégez-vous, mais sans vous empêcher démesurément, en fait. Parce que la difficulté, comme je le disais, c'est que j'ai peur que les jeunes s'enferment, en fait, finalement, à s'empêcher de dire certaines choses, certaines valeurs, certaines pensées, à défendre certaines opinions. Et ça, je crois que c'est jamais bon dans le développement personnel en général. Et peut-être entourez-vous aussi sur les réseaux sociaux de personnes qui ont tendance à être aussi d'accord avec vos idées, parce qu'il n'y a rien à faire, mais parfois, si on se fait harceler sur un sujet qu'on aborde, mais qu'on se rend compte qu'on a des personnes qui nous aident et nous soutiennent, ça fait se sentir un peu plus en sécurité. Merci beaucoup, Margot Doré, d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle que vous êtes députée écolo au Parlement bruxellois et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, active sur les matières économie, emploi, numérique, égalité hommes-femmes, culture et médias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.